Nous sommes le 23 juin 1998 et ce Candy Holmer, un agriculteur de Columbus, dans le Nebraska, enregistre depuis sa fenêtre, changera à jamais la façon dont le monde perçoit les tornades. Ce jour-là, les conditions étaient parfaites pour que l'enfer éclate. L'année 1998 restera dans les mémoires comme l'une des plus violentes de l'histoire moderne des tornades aux États-Unis. Dès les premiers jours de janvier, l'air lui-même semblait chargé d'une charge électrique invisible, signe avant-coureur d'un phénomène inhabituel dans les couches supérieures de l'atmosphère. En février, une tragédie a frappé la Floride. L'épidémie dite du President's Day a fait plus de 40 morts, ce qui en fait l'événement le plus meurtrier de l'histoire moderne de l'État. Ce n'était que le début. En mars, le froid persistait dans le nord, mais le Minnesota a été le théâtre d'une épidémie totalement inhabituelle pour la saison. Des supercellules et des tornades se sont formées là où il neigeait habituellement à cette époque. Mais la véritable terreur est arrivée en avril. Au cœur de Dixie Valley, l'Alabama et le Tennessee ont été frappés avec une violence brutale par 2 tornades classées F5, la catégorie la plus élevée sur l'échelle de Fujita. Avec des vents estimés à plus de 400 km/h, ces monstres n'ont pas seulement rasé des maisons, ils ont arraché les fondations et soulevé l'asphalte des routes. Des dizaines de vies ont été perdues. Le sol, noirci par les débris, ressemblait davantage à un champ de bataille qu'à un quartier résidentiel. Le service météorologique national a commencé à émettre des alertes plus fréquentes. L'atmosphère était chargée, le courant de jet polaire fluctuait de manière erratique, et des masses d'air tropical surgissaient du golfe du Mexique, poussées par un océan exceptionnellement chaud. Tout indiquait que quelque chose d'important était encore à venir. En mai, une sonnette d'alarme a retenti là où personne ne s'y attendait. Le nord-est des États-Unis. Pour la première fois depuis des années, une alerte risque élevé a été émise pour cette région. Une anomalie et une confirmation. La saison des tornades de 1998 n'était pas seulement active, elle enfreignait les règles. Et puis juin est arrivé. Situé au cœur de l'allée des tornades, le Nebraska est un État habitué à observer le ciel avec suspicion. Ces vastes plaines dégagées, dépourvues de barrières géographiques, font de cette région le terrain idéal pour le développement et l'évolution incontrôlée de violentes tempêtes. Mais même pour les habitants de longue date, juin 1998 fut une année perturbante. Les journées s'écoulaient entre chaleur humide et ciel étrangement calme, comme si l'atmosphère retenait son souffle. L'herbe poussait plus vite, les animaux se comportèrent de manière erratique et tous les bulletins météo annonçaient une instabilité croissante. Mais au-delà des sensations, les données étaient claires. L'indice CAPE, qui mesure la quantité d'énergie disponible dans l'atmosphère pour le développement des orages, a commencé à atteindre des niveaux extrêmes. Dans les jours précédant le 23 juin, des niveaux supérieurs à 4500 joules par kilogramme ont été enregistrés. En d'autres termes, l'atmosphère était si chargée qu'une seule étincelle pouvait déclencher un orage supercellulaire. De plus, les points de rosée, autre indicateur clé, sont restés proches de 24 degrés Celsius, des valeurs extrêmement élevées pour le centre du pays. Cela signifie que l'humidité dans les basses couches de l'atmosphère était largement suffisante pour alimenter des tempêtes de longue durée. Le troisième ingrédient, et peut-être le plus crucial, était le jet de basse altitude, un phénomène nocturne qui accélère les vents dans les couches les plus proches du sol, juste après le coucher du soleil. Ce jet, invisible à l'œil nu, agit comme un tapis roulant injectant de l'air chaud et humide du sud vers les points chauds de l'atmosphère. Son apparition soudaine peut faire la différence entre une violente tempête et une tornade destructrice. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans l'après-midi du 23 juin. Un système dépressionnaire a commencé à se déplacer des Rocheuses vers le centre des États-Unis, se positionnant idéalement au-dessus du Nebraska. Au même moment, une ligne sèche, frontière naturelle entre l'air humide de l'Est et l'air sec de l'Ouest, s'étendait du nord du Kansas au Dakota du Sud. Ces lignes sèches sont bien connues des météorologues. Ce sont des points chauds où des masses d'air opposées entrent en collision et s'élèvent violemment. Lorsque les températures ont dépassé 26 degrés Celsius et que l'humidité a atteint des niveaux tropicaux, le résultat était presque inévitable. Peu après 18 heures, des cellules orageuses ont commencé à se former dans l'est du Nebraska.
Mais ce n'était pas une tempête ordinaire. L'une de ces cellules, située au sud-ouest de Columbus, a commencé à montrer des signes de rotation cyclonique. Les radars Doppler ont détecté une forte réflectivité, avec une signature en crochet à son extrémité sud, signe classique d'une supercellule tornadique. Tandis que les météorologues observaient la situation avec une anxiété croissante depuis leurs écrans, les habitants des zones rurales étaient confrontés à une réalité bien différente. Vue du sol, pas de diagramme ni de données techniques. Juste un ciel qui s'assombrissait au-delà de la normale et un silence troublé seulement par le bourdonnement des insectes. Jusqu'à l'arrivée du vent. À 18h35, la première alerte tornade a été émise pour le comté de Platte. La population a été avertie. Un violent orage à potentiel tornade approche de la région de Columbus. Mais pour beaucoup, cet avertissement est arrivé alors qu'il était déjà trop tard. La supercellule avait atteint sa pleine maturité. En quelques minutes, au nord de la petite ville de Duncan, un entonnoir commença à se former. La première tornade du système toucha le sol. Elle était faible, classée plus tard F1, mais ce n'était qu'une répétition. La ville de Columbus fut épargnée de quelques minutes. La tempête semblait s'être désorganisée en traversant les banlieues. Mais comme c'est souvent le cas avec ce genre de système, le pire n'était pas encore arrivé. À seulement 5 km plus loin, la tempête s'est regroupée. De nouveaux courants d'air chaud sont arrivés du sud. Le cisaillement s'est intensifié et la rotation au sein du mésocyclone principal s'est intensifiée. Le résultat serait l'une des tornades les plus extraordinaires, intenses et photogéniques jamais enregistrées. Et de l'autre côté du terrain, Andy Olmer, sans le savoir, avait déjà sa caméra vidéo allumée. 18h45. Le soleil se couchait lentement sur les plaines du Nebraska, teintant le ciel de nuances ambrées et violettes. À l'œil nu, le spectacle était presque idyllique. Mais pour ceux qui savaient lire le ciel, ce n'était pas un coucher de soleil ordinaire, c'était la toile de fond de quelque chose de bien plus dangereux. L'orage supercellulaire qui avait traversé Columbus, sans causer de dégâts visibles, montrait désormais des signes évidents de réorganisation. Sur le radar Doppler, la signature en crochet s'intensifiait, et les météorologues commençaient à utiliser un terme qu'ils emploient rarement à la légère. Tornade imminente. Sur Terre, les signes étaient tout aussi clairs. Des animaux agités, une brise soudaine devenue irrégulière, une chute brutale de température, et puis, le bruit. Ce n'était pas le tonnerre, c'était plus profond, régulier et profond, comme un train de marchandises approchant de l'horizon. Mais il n'y avait aucune voie ferrée à proximité, seulement des champs, du maïs et des fermes. La tornade s'est formée visiblement peu après 6h47. Son apparition n'a pas été soudaine. D'abord, un vortex presque invisible a commencé à se former au-dessus d'un champ ouvert au nord de Duncan. De la poussière, des débris végétaux et une légère condensation dans l'air ont commencé à tourbillonner. Puis, l'entonnoir est descendu de manière décisive de la base des nuages. Et, en quelques secondes, il a touché le sol. Le service météorologique national confirmerait plus tard qu'il s'agissait de la deuxième tornade du système. La première, plus faible, s'était déjà dissipée. Ce nouveau vortex était de nature différente. Il était plus large, mieux organisé, et il se déplaçait clairement dans une direction, le nord-est, vers la zone rurale au nord de Columbus. C'est alors que 3 témoins différents, dans des lieux différents, ont commencé à documenter l'événement, ignorant que leurs enregistrements feraient le tour du monde. Depuis une ferme au nord de Columbus, Kent Sunderman observait le ciel avec une anxiété croissante. Il n'était pas météorologue, mais il en savait assez. Le changement de couleur des nuages, le murmure du vent et la présence de grêle étaient des signes indéniables. Il regarda l'entonnoir descendre et commença à filmer. Sa caméra capta les premiers instants de condensation complète. « Oh non! Il touche le sol! J'espère que personne ne sera blessé !» s'exclama-t-il, tandis qu'en arrière-plan, on apercevait un second vortex plus petit, une tornade satellite tourbillonnant autour de la tornade principale. L'apparition de tornades satellites est rare et suggère une tempête particulièrement puissante. Le vortex le plus faible semblait orbiter autour du plus grand, telle une lune turbulente, tournoyant dans un balai menaçant au-dessus des champs.
À environ 5 km au nord-est de la position de Sunderman, Harland Wilke avait également sa caméra vidéo prête. Il avait suivi la progression de la tempête depuis sa grange. Et lorsque la tornade est apparue à l'horizon, il n'a pas perdu de temps. Ce que son objectif a capturé était une image époustouflante. Un vortex entièrement formé, d'environ 400 mètres de large, se déplaçant avec une lenteur apparente. Bien qu'en réalité il se déplaçait à plus de 30 km/h et dévastant tout sur son passage. Les arbres, la maison de Reuben, il ne restera plus rien, s'écrie-t-il, désespéré. La tornade engloutit des fermes entières en quelques secondes. Des nuages de débris s'élèvent à des centaines de mètres. Ce n'est pas qu'un entonnoir d'air condensé. On y trouve des fragments de bois, des toits, des machines et des arbres qui tournent à une vitesse infernale. La scène est aussi intense qu'hypnotique. La terre semble vibrer à chaque tour du vortex. Mais les images les plus emblématiques allaient commencer. Andy Olmer, un agriculteur de Columbus, revenait tout juste de l'aéroport. Sa maison se trouvait juste sur la trajectoire de la tornade. De sa fenêtre, il aperçut l'entonnoir qui approchait et, sans hésiter, il saisit sa caméra et commença à filmer. Les images qu'il a capturées sont aujourd'hui considérées comme l'une des meilleures vidéos amateurs jamais réalisées d'une tornade. La clarté, le gros plan, l'intensité dramatique de la scène, tout concourt à créer une œuvre aujourd'hui étudiée dans les documentaires, les universités et les centres météorologiques. « Regardez les tourbillons, oh mon Dieu, ils arrivent droit sur nous !» crie Andy. Sa voix est teintée d'un mélange d'émerveillement et de peur. La tornade approche, changeant de forme à chaque instant. En quelques secondes, d'un entonnoir classique, elle se transforme en un gigantesque cône, dont la base est si large qu'elle semble dévorer l'horizon. Sa femme Suzanne apparaît dans l'enregistrement. « Andy, viens au sous-sol », supplie-t-elle. Mais il ne peut détacher son regard. Ce n'est pas de l'obstination. C'est un mélange de fascination et de stupeur. Et puis il lâche la phrase qui deviendra immortalisée dans la culture populaire des documentaires sur les tornades. « Suzanne, donne-moi mon pantalon !» Une réplique aussi absurde qu'humaine. Au milieu du chaos, Andy tente de s'accrocher à un acte quotidien. C'est une scène de tension, d'humour involontaire et de profonde vulnérabilité. Dehors, la tornade continue de croître. Elle change de forme, se rétrécissant comme une corde, sans perdre pour autant son intensité. Bien que trompeuse par sa finesse, la corde peut s'avérer encore plus dangereuse, avec des vents concentrés atteignant des puissances extrêmes. Et puis un événement va complètement changer le cours des choses. La tornade vire brusquement vers l'ouest, manquant la maison d'Andy de quelques centaines de mètres seulement. C'est un virage inhabituel. La plupart des tornades suivent des trajectoires plus stables, mais celle-ci, pour des raisons encore inconnues, a décidé de changer de trajectoire juste avant le choc direct. Ce petit détour a sauvé une vie, et il a permis au monde de voir le visage de la tornade à travers l'objectif d'Andy. À 19h05, la tornade a commencé à se dissiper lentement. Au total, elle n'était restée au sol que pendant un peu plus de 20 minutes. Mais en peu de temps, elle a dévasté champs, granges et bâtiments ruraux, laissant derrière elle un sillage de destruction de plus de 8 km. Le service météorologique national l'a officiellement classé F2, avec des vents estimés entre 182 et 250 km/h. Mais de nombreux experts, après avoir analysé les images vidéo, le comportement de la tornade et les dégâts dans des zones isolées, estiment qu'elle aurait pu être plus forte. Peut-être F3, voire F4, si elle avait touché des structures plus résistantes. Ce qui est indéniable, c'est que la tempête n'était pas encore terminée. Au cours des 2h30 suivantes, elle allait produire 4 autres tornades, propageant sa signature meurtrière dans l'est du Nebraska. Mais la deuxième tornade, celle de Columbus, est restée gravée dans la mémoire collective. Non pas à cause du nombre de victimes, heureusement, il n'y a eu aucun décès, ni à cause de l'ampleur des dégâts matériels, mais parce que quelqu'un l'a regardé droit dans les yeux et n'a pas lâché son appareil photo. Lorsque la nature décide de déchaîner toute sa fureur, elle le fait par des mécanismes invisibles à l'œil nu, mais obéissant à des lois physiques parfaitement définies. Pourtant, malgré nos technologies modernes et des décennies de recherche, les tornades demeurent, dans une large mesure, un mystère indomptable.
L'événement survenu à Columbus, au Nebraska, le 23 juin 1998, nous a laissé des images plus qu'impressionnantes. Il a offert à la science une étude de cas sans précédent. Un orage supercellulaire n'est pas n'importe quel orage, c'est un phénomène d'ordre supérieur. Alors que les orages ordinaires sont composés de cellules qui croissent, précipitent et meurent en quelques minutes, une supercellule est un système autonome. Elle s'organise comme un moteur atmosphérique où chaque engrenage alimente le suivant. Humidité, chaleur, rotation et cisaillement se combinent pour créer une machine destructrice. Au cœur de cette machine se trouve un vortex caché, le mésocyclone. Il s'agit d'une zone en rotation de plusieurs kilomètres de large au sein même de la tempête. C'est là que naissent les tornades les plus violentes. La tornade de Columbus était sans aucun doute le produit d'un mésocyclone bien développé, qui a persisté plus de 3 heures pendant que la supercellule traversait l'est du Nebraska. Quelques jours avant l'événement, l'ambiance était déjà au beau fixe. Il manquait juste une étincelle. Et cette étincelle résidait dans la combinaison de 3 ingrédients clés. Tout d'abord, une ligne sèche, frontière entre l'air humide venant de l'est et l'air sec venant de l'ouest, a servi de point de départ aux tempêtes. Ce front a provoqué une ascension rapide de l'air chaud et humide. Deuxièmement, l'indice CAP, énergie potentielle convective disponible, dépassait 4500 joules par kilogramme. Pour les météorologues, ces valeurs indiquent des conditions extrêmement instables, idéales pour les tempêtes explosives. Troisièmement, et peut-être le plus crucial, le courant jet de basse altitude s'est intensifié au crépuscule. Invisible depuis le sol, ce courant jet était constitué de vents violents soufflant du sud, à des vitesses atteignant 90 km/h à seulement 1000 mètres d'altitude. Ce changement brutal de vitesse et de direction du vent avec l'altitude est connu sous le nom de cisaillement vertical du vent. Le cisaillement du vent est le véritable ingrédient magique des tornades. Sans lui, les tempêtes peuvent être intenses, mais elles ne tournent pas. Grâce à lui, une sorte de vortex horizontal invisible se forme, qui, incliné par le courant ascendant de la tempête, entre en rotation verticale. Et si le mésocyclone s'intensifie suffisamment, une tornade apparaît. Dans le cas de la tornade de Columbus, les enregistrements nous ont permis d'observer chaque phase de son évolution structurelle avec un niveau de détail rarement vu. Phase 1. Formation. Entonnoir visible. L'entonnoir descendait lentement de la base du nuage. Au début, il était mince, presque hésitant, mais les vents au sol commencèrent à soulever de la poussière, confirmant qu'il était déjà en contact avec la surface. Phase 2. Maturité, forme en coin. La tornade s'est ensuite étendue latéralement. D'un mince cylindre, elle s'est transformée en un colossal coin de nuages sombres et de poussière. À ce stade, on estimait sa largeur à plus de 400 mètres et sa puissance à déraciner des arbres et à détruire des structures. Phase 3. Occultation, enveloppe de précipitation. Parfois, les précipitations de la supercellule engloutissent la tornade, la rendant difficile à voir. C'est l'une des caractéristiques les plus dangereuses des supercellules. Elles peuvent dissimuler la tornade dans leur cœur de pluie intense. De loin, elle peut ressembler à une simple tempête, mais à l'intérieur se cache un tueur. Phase 4, étirement, forme de corde. Finalement, la tornade a commencé à s'allonger et à s'affiner. Cette phase de remontée peut sembler inoffensive, mais elle est trompeuse. Les vents peuvent rester extrêmement destructeurs, concentrés dans une zone plus étroite. L'un des aspects les plus fascinants de la tornade de Columbus était son comportement erratique. Contrairement à d'autres tornades qui suivent une trajectoire plus ou moins rectiligne, ce vortex s'est soudainement déplacé vers l'ouest lors de sa phase finale. Ce virage inattendu a frôlé de justesse la maison d'Andy Olmer, à quelques centaines de mètres seulement. Pourquoi a-t-il changé de cap ? Plusieurs théories existent. Une hypothèse suggère que la tornade a interagi avec un courant descendant de flanc arrière, RFD, une rafale d'air sec descendant de l'arrière de la supercellule. Ce courant descendant peut agir comme un gouvernail atmosphérique, poussant la tornade dans des directions inattendues. Une autre possibilité est que la tornade ait subi une occlusion, ce qui signifie que la rotation au sein du mésocyclone commençait à s'effondrer sur elle-même.
Ce phénomène se produit lorsque la base du mésocyclone se referme sur l'entonnoir, coupant son apport d'air chaud et le forçant à se dissiper. Au cours de ce processus, il est courant que le vortex effectue des virages ou des courbes erratiques avant de se dissiper. Les données recueillies par le radar Doppler et les stations météorologiques mobiles ont confirmé que la tornade avait une durée de vie d'environ 20 minutes et une trajectoire d'environ 8 km. Sa vitesse de progression se situait entre 25 et 35 km/h, une vitesse relativement faible pour une tornade, permettant aux vidéastes de capturer chaque phase avec une précision exceptionnelle. L'intensité officielle, comme mentionné ci-dessus, était classée F2 sur l'ancienne échelle de Fujita. Cela correspond à des vents estimés entre 182 et 250 km/h. Cependant, de nombreux météorologues et chasseurs d'orage suggèrent que cette classification sous-estime la véritable intensité de l'événement. Pourquoi? Parce que l'échelle de Fujita, du moins dans sa version originale, ne mesure pas directement les vents. Elle évalue les dégâts. Et si une tornade traverse une zone dégagée, avec peu de structures à analyser, sa véritable force reste entourée d'incertitudes. En ce sens, la tornade de Columbus illustre clairement les limites de la classification traditionnelle des tornades. Les dégâts qu'elle a causés étaient réels, mais comme elle n'a pas touché de zone densément construite, sa signature a été sous-estimée. Malgré tout, cette tornade n'est pas tombée dans l'oubli. Bien au contraire, elle est devenue une référence pour l'étude des tornades en plein air. Les enregistrements de Sunderman, Wilke et surtout Olmer ont été analysés par des météorologues du monde entier. Chaque image a été décortiquée pour comprendre l'évolution de la structure, les changements de direction et les processus internes d'une supercellule mature. Même en 2005, lorsque l'échelle Fujita améliorée, échelle EF a été publiée, certains chercheurs ont suggéré que des événements comme celui de Colomb devraient être réévalués à l'aide de technologies modernes et d'analyses d'images tridimensionnelles. Après une tornade, le monde semble s'arrêter. Les oiseaux se taisent. Les arbres, déracinés, ressemblent à des sculptures immobiles. Et l'air a une odeur différente. Un mélange de terre retournée, de végétation blessée et d'électricité évaporée. C'est ainsi que Columbus, dans le Nebraska, s'est réveillé au lendemain de la tempête. La tornade filmée par Andy Olmer s'est dissipée peu après 19 heures, à quelques kilomètres au nord-est de sa propriété. Ce qui avait commencé comme un entonnoir lointain s'est transformé en une fine corde, tournoyant furieusement jusqu'à son dernier souffle. Bien que sa trajectoire totale ne dépasse pas 8 km, le sillage qu'elle a laissé est révélateur. Champs balayés par le vent, arbres déracinés, structures rurales effondrées et machines agricoles éparpillées comme des jouets cassés. Mais le plus important, il n'y a eu aucun décès, pas une seule vie perdue. Il s'agissait sans aucun doute d'un miracle statistique. Car bien que l'intensité de la tornade ait été officiellement classée F2, avec des vents estimés entre 182 et 250 km/h, de nombreux experts estiment que sa véritable puissance a été sous-estimée. La raison de cette divergence réside dans la méthodologie d'évaluation. Pendant des décennies, les tornades aux États-Unis ont été classées selon l'échelle Fujita originale, échelle F, développée en 1971 par le professeur Tetsuya Theodore Fujita. Cette échelle attribuait une catégorie allant de F0 à F5, en se basant uniquement sur les dommages observés aux structures humaines, et non sur les vents réels. Cela impliquait un biais évident. Si une tornade traversait un champ sans bâtiment, elle pouvait être classée comme faible, même si ces vents auraient été suffisamment forts pour détruire une ville. Et c'est ce qui s'est produit à Columbus. Traversant des zones rurales avec peu de bâtiments solides pour servir de référence, la tornade n'a laissé que peu de preuves de sa puissance. Les caméras ont révélé une impressionnante structure tourbillonnaire. Les radars ont enregistré une rotation intense. Mais le terrain ne pouvait pas se justifier. Échelle Fujita améliorée, EF Scale, a été mise en œuvre en 2007, intégrant des analyses plus précises du type de bâtiment endommagé et des matériaux utilisés. Si elle avait existé à l'époque, la tornade aurait pu être reclassée en EF3, voire plus. Cependant, l'importance de Colomb ne réside pas seulement dans le nombre. Son véritable héritage réside dans les leçons silencieuses qu'il a laissées derrière lui. Premièrement,
Cela a clairement montré qu'une tornade peut être extrêmement intense, sans laisser de séquelles tragiques, si sa trajectoire évite les centres urbains. Cela ne signifie pas qu'elle est moins dangereuse, mais plutôt que le hasard peut masquer le danger de la modération. Deuxièmement, l'événement a démontré la valeur inestimable de la documentation citoyenne. Les enregistrements d'Olmer, Sunderman et Wilkey ont complété ce que les radars ne pouvaient pas voir. L'apparence visuelle, le comportement des tourbillons, les sons, les gestes humains. La météorologie s'est nourrie non seulement de données, mais aussi d'émotions. Après la tempête, les habitants de Columbus ont peu à peu repris leurs activités quotidiennes. Les toits ont été réparés, les routes dégagées et les récoltes inspectées. Pour beaucoup, la tornade n'a été qu'une simple alerte sans danger de mort, mais pour d'autres, elle a rappelé à quel point le gouffre peut être proche, même par un après-midi paisible. Andy Olmer, quant à lui, est devenu une figure discrète mais symbolique. Il n'a pas cherché la célébrité, n'a pas monétisé sa vidéo, n'a pas profité de son moment. Il s'est simplement remis au travail, conscient d'avoir été témoin et d'avoir relaté quelque chose d'unique. Au fil des ans, tandis que d'autres tempêtes faisaient la une des journaux, l'histoire de la tornade de Columbus est devenue un joyau du documentaire météorologique. Une capsule temporelle filmée au cœur de la menace. Au niveau national, l'affaire a également influencé les politiques de communication des risques. Jusqu'à la fin des années 1990, les alertes aux tornades étaient généralement génériques. Mais après des événements comme celui de Columbus, le service météorologique national a commencé à intégrer davantage de détails visuels et narratifs dans ses annonces. Les systèmes d'alerte précoce ont été améliorés, des sirènes ont été installées dans les zones rurales et l'utilisation de radios météo a été encouragée dans les communautés agricoles. Leur programme d'éducation météorologique communautaire, enseignant aux citoyens comment interpréter le ciel, comment identifier une supercellule et quand chercher un abri sans attendre une confirmation officielle. Tout cela répondait à une réalité indéniable. Dans le monde des tornades, l'information peut sauver des vies. Et parfois, une caméra en direct peut aussi le faire. 25 ans plus tard, le souvenir de la tornade de Columbus est encore présent. Non pas comme une tragédie, mais comme un avertissement. Un signe de respect envers les forces qui échappent à notre contrôle. Car au fond, les tornades ne sont pas seulement des phénomènes physiques. Elles rappellent la fragilité de la structure que nous appelons civilisation face à une atmosphère qui, parfois, décide d'écrire sa propre histoire. Alors que le changement climatique mondial modifie les schémas météorologiques traditionnels, de nombreux scientifiques estiment que les événements extrêmes comme les tornades, les ouragans et les pluies torrentielles deviendront plus fréquents et plus intenses. Dans ce contexte, des cas comme celui de Christophe Colomb prennent une nouvelle signification. Ils constituent des indices pour l'avenir. Comment réagirons-nous face à l'imprévisible ? Sommes-nous prêts à affronter des tempêtes de plus en plus violentes ? Saurons-nous distinguer le spectacle du danger? Et serons-nous prêts à documenter, comprendre et endurer? Quand le vent s'arrête, tout semble revenir au calme. Mais le silence qui suit la tempête est trompeur. Car même si le tourbillon a disparu, son empreinte persiste. Dans le paysage, dans les souvenirs, dans les images qui survivent. La tornade de Columbus n'a fait aucune victime, mais elle a soulevé des questions. Et c'est peut-être là son plus grand héritage, nous forcer à regarder le ciel avec un mélange d'émerveillement, de peur et de révérence. Si cette histoire vous a choqué, imaginez ce qu'il reste encore à raconter. Dans Extreme Tornado, nous explorons les tourbillons les plus meurtriers, les cieux les plus furieux et les histoires vraies qui naissent lorsque la nature libère toute sa puissance. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez-nous à chaque tempête. Car ce que le vent emporte, nous vous l'apportons.